Bonjour. Excusez-moi, je vous ai fait attendre. Merci de me recevoir. Bonjour Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron. Je m'appelle David Forge, j'ai 37 ans, je suis agriculteur en Indre-et-Loire. Bientôt je me rends au Salon de l'Agriculture à Paris. Je crois savoir que vous, Monsieur le Président, vous y rendez aussi à cette date-là. Donc c'est tout l'objet de cette vidéo. Je souhaiterais vous rencontrer. Je vous ai vu, donc je me suis dit, je vais lui répondre, c'est plus simple. Oui, là j'ai été surpris que vous ayez vu ma vidéo. Donc, il y a pas mal de monde qui vous suit. Télévisé, ouais, donc c'est super. Je suis très content un peu de ma démarche et puis que je sois visible voilà, jusqu'au plus haut de l'État. Donc oui, j'avais une question à vous poser. Donc je suis céréalier en agriculture conventionnelle. Oui. Comment dans les années à venir vous voyez mon métier finalement se transformer avec vos projets futurs? Écoutez, d'abord, je pense qu'il a une part d'invariance, c'est-à-dire que c'est un métier, contrairement à beaucoup de filières que j'ai évoquées tout à l'heure dans le discours où j'ai pu croiser, il a son mode de distribution et son organisation qui est quand même assez structurée. Et donc je ne vais pas vous dire à vous, il faut aller vers les circuits courts ou autres, ça aurait qu'assez peu de sens. Par contre, ce que je crois que c'est un métier où, on doit vous apporter de la visibilité et des garanties quand il y a des cycles trop importants, de la volatilité des prix ou des risques liés au climat. Ce que vous avez vécu peut-être vous-même directement ces 2 dernières récoltes, ce que beaucoup de céréaliers ont vécu avec des récoltes qui ont été moins bonnes et de moins bonne qualité que prévu. Ça, c'est pour ça que la prochaine PAC, donc la prochaine politique agricole commune, je veux qu'elle ait cette composante justement garantie, assurance, qui permettra, selon les filières, d'avoir le bon mécanisme, soit contracyclique, soit de garantie assurantielle, qui permettra de faire face en cas de choc comme ça et de compléter le revenu des exploitants qui sont soumis à ces risques. Puis je crois que ce que vous aviez abordé sur la fiscalité pourrait nous aider dans ces moments. Alors, exactement. Oui, que les années bonnes puissent nous aider dans ces années bonnes. Deuxième chose, vous avez totalement raison, c'est de vous aider, vous, à gérer vos risques. Or, aujourd'hui, on connaît par cœur le débat qui dure depuis très longtemps DPA, DPI. C'est très dur de lisser, vous n'êtes pas incité à lisser les choses. Bah oui, ou disons qu'on peut lisser, mais d'une moindre... Et les bonnes années, vous êtes taxé à plein, voilà. Et les mauvaises années, vous avez un déficit que vous ne pouvez pas tamponner. Voilà. Donc là, ça va être réformé à l'automne. Donc on va le passer, ça a été le fruit aussi d'une concertation avec la profession. Et donc on va permettre justement cette épargne de précaution qui permet les bonnes années de mettre de côté, de pouvoir lisser sur plusieurs années et d'éviter qu'on se prenne plein pot la fiscalité qu'on soit et la perte ensuite. Voilà. Et du coup, ces années-là, on était tenté d'investir, du coup d'amortir, enfin de casser ce revenu en investissant du matériel, de le renouveler, qui n'était peut-être pas vraiment nécessaire. Exactement. Coup, voilà, si ça pouvait être une mesure qui nous aiderait beaucoup. Ça, ce sera dès cet automne. Et j'avais une question concernant ces nouvelles filières que vous voulez recréer. Finalement, on peut construire de nouvelles filières, des coopératives nouvelles. J'ai l'impression rassembler des agriculteurs encore plus. Finalement, c'est ce qui a été fait après-guerre. Est-ce que, en créant les coopératives, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse les mêmes, peut-être pas les mêmes erreurs, mais il faudrait que cette nouvelle construction, dans 30, 50 ans, elle soit toujours là. Alors, d'abord, il faut que les choses bougent. Il ne faut pas qu'elles se disloquent. Moi, je veux aussi qu'on puisse reconstruire des choses pertinentes. Le monde de la coopération plus largement, et donc les coopératives ou toutes les structures de ce type ont leur intérêt. Je crois que ça a été un vrai acquis. Il faut aujourd'hui voir tout ce que ça apporte. Après, je sais qu'il y a aussi des agriculteurs qui sont dans des situations qui peuvent être difficiles, quand ils sont mal pris et qui voudraient eux-mêmes poursuivre leur propre stratégie, qui sont un peu bloqués. Je connais les contraintes. Ce qu'on propose avec les plans de filière, ce n'est pas de recréer un système aussi contraignant que les coopératives. Et surtout, les coopératives peuvent s'inscrire et ont plutôt vocation à s'inscrire dans ces plans de filière. Mais c'est permettre d'organiser du producteur au distributeur la vérité des prix, la transparence, et un espèce de contrat de confiance qui évite que toute la marge soit capturée par un seul en bout de chaîne. Et par contre, ce qu'on va encourager, c'est des organisations de producteurs pour permettre aux producteurs de se mettre ensemble, ce qui n'est pas aujourd'hui possible, en particulier pour discuter les prix avec les transformateurs et les distributeurs, et ce qui permettra aussi d'être en situation de mieux les négocier. Donc ça, j'y crois beaucoup, parce que je pense que c'est quelque chose qui va défendre les intérêts de ceux qui produisent. Puis, au-delà de ça, une pédagogie à faire, parce que s'il y a une chose qui a changé, pas dans le bon sens, c'est qu'on est dans cette espèce de culte du moindre coût, du moindre prix. Il faut de la compétitivité, il ne s'agit pas de dire qu'on doit accepter de payer quelque chose trop cher, mais il y a un juste prix. Quand on paye quelque chose moins cher que ce qui coûte à produire, il y a un problème. Oui.
Non, mais chaque produit demande une énergie folle à construire, à élaborer, donc il faut arriver à le montrer. C'est ce que j'essaye un peu de montrer par mes vidéos. Oui, vous montrez le quotidien, j'ai vu. Voilà, produire une tonne de blé derrière. Et donc, c'est pas rien, et donc ça vaut quelque chose. Voilà. Ça vaut du temps, de l'énergie, des investissements, et donc on doit le payer à ce juste prix. Je voulais aborder aussi un autre petit point qui sera le dernier. Dans le cadre du Mercosur, vous disiez tout à l'heure, oui. le marché Mercosur, avoir un peu plus de contrôle sur les bœufs, par exemple aux hormones, voilà, les contrôler, que ça ne rentre pas, enfin qu'ils ne rentrent pas sur le territoire, que ça soit plus contrôlé. Est-ce que pour des denrées comme les céréales qui vont être traitées avec le glyphosate, qui vont potentiellement rentrer du coup sur le territoire français, alors que les agriculteurs, peut-être, comme vous le souhaitez un jour, n'utiliseront plus cette alternative. Voilà, est-ce que comme pour les hormones, il y aura quelque chose de vu pour le glyphosate Alors, oui, et puis je vais répondre aussi en détail très précisément sur le glyphosate. C'est un peu large ma question. Oui, mais c'est important. Sur le Mercosur, je sais qu'il alimente beaucoup de craintes, mais j'ai été très clair. Les difficultés, parce que ça fait peur en particulier dans le bœuf, les difficultés qu'on a aujourd'hui, elles n'ont rien à voir avec le Mercosur. Rien. Donc il ne faut pas qu'on se mente à nous-mêmes. Ensuite, cette négociation, elle a des bons aspects. On a nos lignes rouges. Et dans ces lignes rouges, il y a en particulier le fait que ça ne déstabilise pas trop les marchés. Donc c'est pour ça que je veux une clause de sauvegarde, pour dire si d'un seul coup les prix s'effondrent ou baissent trop à cause de cette entrée, on doit pouvoir suspendre l'application, premier point. Et deux, une vraie ligne rouge qui est de dire nos normes environnementales, sanitaires, sociales, elles doivent être respectées. Et ça, je le veux pour tous les accords. Et donc, quels que soient les types de secteurs, c'est ce qu'on a mis au niveau national sur le CETA, on ne peut pas accepter des choses qu'on interdit à nos agriculteurs de faire. Aujourd'hui, on le fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas le Mercosur, mais vous avez 200 000 tonnes de viande qui viennent de cette région du Mercosur sans accord, qui parfois payent des droits de douane à plein et qui sont parfois produites de manière très différente de chez nous. Donc, là-dessus, il faut qu'on soit cohérent. C'est un changement de philosophie de nos discussions commerciales. Moi, je veux qu'on ait les mêmes règles et qu'on le donne aux consommateurs. Deuxièmement, il faut qu'on forme le consommateur avec un vrai principe d'étiquetage et avec des vrais contrôles. Et le former en lui disant, c'est bon pour vous d'avoir quelque chose où il n'y a plus de glyphosate, c'est bon d'avoir quelque chose qui n'est évidemment pas aux hormones ou pas en OGM, et je vous garantis la traçabilité. Et là où je veux que dans les prochaines années, moi je me suis engagé dès mon discours de septembre dernier à la Sorbonne, c'est qu'on construise une vraie Europe qui protège sur le plan sanitaire, alimentaire, environnemental. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, on le sait, on a des produits qui sont parfois faits, je pense à la viande en Ukraine, qui arrivent en Europe, qui sont tamponnés dans un autre pays européen, UE, et puis qui arrivent sur notre marché. On n'a pas l'équivalent de nos services vétérinaires et de notre DGCCRF au niveau européen. C'est ça qu'on va créer. On a créé une Europe de la défense, là, dans les 6 derniers mois. Je souhaite qu'on crée une vraie Europe de l'alimentation et de la qualité sanitaire. On l'a encore vu l'été dernier sur un autre secteur qui est l'œuf. On doit le créer maintenant. Moi, c'est un engagement que j'ai pris. Je veux qu'on le traduise dans la prochaine PAC et je veux surtout qu'on crée les structures pour ce faire. C'est un des combats que je vais porter. Et donc, ce combat, il sera fait avant toute ouverture, par exemple, de type Mercosur. Et je ne suis même pas persuadé qu'on finalise cet accord et qu'on ait un accord. Maintenant, le glyphosate. Parce que c'est très important, en particulier pour votre filière. Bon, le glyphosate, d'abord, tout le monde sait que ce n'est pas bon. Alors, il y en a qui disent c'est pas bon un peu, c'est pas bon beaucoup. Honnêtement, c'est bon pour personne. Ni l'exploitant ou son ouvrier qui est sur le champ, ni les transformateurs, ni les consommateurs. Donc, notre intérêt, c'est d'en sortir. Le rythme, j'ai voulu qu'on aille le plus fort possible. Quand on sait que quelque chose n'est pas bon, il ne faut pas traîner. Sinon, on ne change jamais les pratiques. Et là-dessus, vraiment, la profession s'est formidablement organisée. On s'est tous mis en situation. Là, le plan est en train d'être adopté pour essayer de le faire en 3 ans. Alors, comment on va le faire? Avec des systèmes d'assolement différents, avec une rotation des cultures, ce qui d'ailleurs dans votre secteur peut être très important parce que moi je crois à un plan protéines, on va le porter, qui va aussi vous aider à parfois varier, à aller vers… Vous le faites peut-être un peu, j'ai vu votre vidéo, mais là on va vous encourager à le faire davantage, ce qui est bon pour les sols, ce qui réduit aussi la consommation de glyphosate. On sépare le conseil de la vente, c'est-à-dire qu'on va progressivement vous aider à réduire les doses et vous permettre par cette technique, parfois par des molécules de substitution, d'en sortir. On va le faire de manière accompagnée. Moi, j'ai pris un engagement, il n'y aura personne sans solution. On sait qu'il y a 10-20% des cas où on est très dépendant du glyphosate, c'est très dur d'en sortir aujourd'hui. Et donc là, on n'en sortira pas. Et les alternatives sont souvent parfois difficiles économiquement à être aussi. Ça fait partie du grand plan d'investissement, on va accompagner. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous vous projetez, vous êtes jeune, si vous vous projetez à 10 ans,
Dans 10 ans, moi c'est un pari. Moi je suis sûr que ce sera un avantage compétitif que vous pourrez faire payer de ne plus être dans le glyphosate. Et vous savez, j'ai vu tout à l'heure, et puis j'avais vu en vidéo un jeune des Pyrénées-Atlantiques qui est dans votre secteur, qui le fait déjà sans glyphosate, qui a tourné, qui a changé les structures. C'est des choses qu'on va valoriser. Regardez, il y a 10 ans, comment les gens se comportaient avec le bio. Ils disaient le bio, ça ne marchera jamais, etc. Aujourd'hui, les consommateurs français, ils veulent plus de bio qu'on en produit. On a 1 milliard de déficit. Il y a 10 ans, on pensait que dans certaines filières comme le lait, encore il y a quelques années, on ne s'en sortait pas. Les gens qui ont réussi à être un peu visionnaires, à voir autre chose, ils se font payer maintenant cette vision qu'ils ont eue parce qu'ils savent se différencier. Donc moi là-dessus, je comprends vos craintes, mais il n'y aura personne sans solution. On va vraiment accompagner, on va permettre d'investir pour aller vers d'autres techniques. On va aussi investir dans la recherche. Mais croyez-moi, je suis convaincu qu'avant la fin de votre carrière, ce sera pleinement valorisé d'être sorti du glyphosate. Et concernant le bio, oui, du coup on est déficitaire, on n'en produit pas assez. Voilà, ces denrées alimentaires bio que l'on apporte, c'est pareil, je pense que c'est important qu'on identifie bien de la manière, voilà, quel est le cahier des charges des pays, comment ils l'ont produit. Ils n'ont pas le même cahier des charges bio que nous. Non, vous avez raison, mais ce que je dis, c'est qu'on peut déjà nous le convertir plus vite. C'est l'ambition bio. Hein. Voilà. Et on peut nous faire beaucoup plus et se faire payer un bon prix. C'est aussi pour ça que je me bats, moi, pour qu'au niveau européen, on ait un label qui soit exigeant et qui ait la même exigence. Et je sais ce que vous avez en tête. Il y en a qui sont dans les fruits et légumes avec, par exemple, des labels bio qui n'ont pas du tout les mêmes conditions que nos producteurs. Mais ils n'ont pas le label bio français. C'est important. Voilà. Je pense qu'il sera très valorisé. À mon avis, le label bio français, oui, il a tout son avenir. En tout cas, voilà. Moi, je crois à l'avenir de l'agriculture française. Et je pense que cet avenir, il passe aussi par beaucoup d'audace, de l'engagement, comme vous. La génération d'avant, elle n'aurait jamais pensé faire des YouTube et montrer son quotidien. Donc vous montrez que... Même moi, il y a 5 ans. Oui, mais vous montrez que pour réussir dans l'agriculture, il faut casser les codes, il faut casser les habitudes, casser parfois les petites ententes et montrer qu'il y a une perspective nouvelle. Et moi, je dis toujours, je sais les doutes qu'ont certains sur le terrain, parfois le découragement. Il n'y a aucun territoire sans avenir en France. Il y a des territoires qui ont moins de projets que d'autres, il y a des territoires où on est découragé, mais il y a une énergie folle, vous en êtes un exemple. Et on sera là pour accompagner. Mais oui. Plus ou moindre, mais... Donc voilà ce qu'on va faire et ce que je pouvais un peu partager avec vous. Merci, M. Macron. Je continuerai à vous suivre. Avec plaisir. Bon courage à vous. Merci à vous. Bon courage. Merci. Merci.